marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers auditeurs de RFM, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur le 9e épisode de La Marche du Monde et je suis en compagnie de Youssef Indy. Youssef, salut à toi. Salut à toi, Yann. 9e épisode qui sera bien sûr sous l'aune de l'activité en Ukraine et de ce qui se passe en Russie. Et plus particulièrement, ce sera une émission en hommage à Daria Dugin, qui, comme je pense beaucoup d'auditeurs l'ont remarqué, était très proche de notre mouvance. Et beaucoup de gens, elle connaissait énormément de gens en fait dans la mouvance nationaliste française, et plus particulièrement toutes les personnalités qui gravitent auprès d'égalité et réconciliation. Et toi, notamment, Youssef, c'était quelqu'un que tu connaissais assez bien. Oui, on se connaît depuis plus de 3 ans. Je l'ai rencontré la première fois début 2019, avant un voyage en Syrie. Donc on s'est rencontrés à Paris pour organiser ce voyage en Syrie auquel elle a participé avec notamment Yuri Rochka, notre ami Yuri Rochka. Et donc depuis lors, depuis cette rencontre à Paris, ce voyage ensemble en Syrie, on est resté en contact puisqu'on a eu beaucoup d'échanges en fait sur place en Syrie. Des échanges sur le plan intellectuel très riches et disons qu'on a très vite accroché sur le plan intellectuel. On a beaucoup discuté de questions théologiques, philosophiques, géopolitiques, et on est resté en contact. On a travaillé ponctuellement ensemble. Elle a traduit certains de mes articles et textes en russe, D'accord. Publiés sur geopolitica.ru, le site d'Alexandre Dugin, son père. On s'est revus la même année en 2019, cette fois en septembre, à Chisinau en Moldavie, dans le cadre du forum de Chisinau organisé par Yuri Rochka, avec des intervenants venus de toute l'Europe, de Russie, d'Arménie et d'ailleurs. Et voilà, donc on a maintenu des relations très cordiales, amicales, intellectuelles, de façon continue en fait depuis notre première rencontre et jusqu'à la veille de sa mort. Nos derniers échanges ont eu lieu le vendredi 19 août, la veille de sa mort. Oui, parce qu'en plus d'être une jeune fille intellectuellement brillante, c'était vraiment une personne très appréciable, vraiment délicieuse. Hein. Quelqu'un de souriant en permanence. Même quand on était en Syrie, ça restait quand même relativement dangereux, notamment quand on est allé dans le nord de la Syrie, que ça soit en minibus ou en avion domestique. Elle est toujours restée souriante, joviale. C'est quelqu'un qui ne se prenait pas du tout au sérieux. C'est quelqu'un qui était vraiment drôle, et en toutes circonstances. Voilà, elle était dans le groupe un peu comme une petite sœur. On la considérait comme une petite sœur. On avait à peu près 8 ans d'écart, hein. Quand même, elle et moi, c'était la cadette. Et quelqu'un d'intellectuellement vraiment puissante et modeste. On pouvait avoir des discussions et très curieuses. C'est-à-dire que même avec la distance, régulièrement, elle nous contactait, moi et d'autres, pour poser des questions très précises sur la situation en France, sur les mouvements nationalistes, questions géopolitiques. En permanence, elle était dans un questionnement permanent. C'était pas quelqu'un qui étalait sa science, mais qui plutôt emmagasinait un maximum d'informations. Elle mettait à profit les connaissances qu'elle avait. Donc c'était les relations qu'elle avait, qu'elle cultivait. Et donc c'était quelqu'un qui était très important en fait, même dans le cercle animé par Alexandre Dugin. On a tendance à la sous-estimer, à imaginer que c'était simplement la fille de son père. Pas du tout. On était diplômé en histoire de la philosophie, et elle faisait un gros travail à la fois de relations publiques et souterrain à l'échelle internationale pour diffuser les idées de son père. Je l'ai déjà dit, moi, elle m'avait mis en relation avec un groupe de racistes nationalistes turcs qui m'avait interviewé sur des questions géopolitiques. Elle faisait ça en permanence. En permanence, elle mettait en relation des auteurs, des intellectuels avec des mouvements russes et autres. Et elle travaillait à la diffusion des idées de son père et de ses propres idées. Donc elle participait à la fois
au rayonnement des idées de son père, mais aussi de la Russie. Elle était un petit peu une petite ambassadrice de la Russie et appréciée par tout le monde. Et j'aimerais rajouter que contrairement à ce que propagent justement les propagandistes et les journalistes et les infâmes individus comme Bernard-Henri Lévy, c'est quelqu'un qui n'était absolument pas belliqueux dans son discours. Elle n'a jamais appelé à la guerre, elle n'a jamais appelé à tuer qui que ce soit. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que lorsqu'on était en Moldavie, donc en septembre 2019, elle m'avait montré sur son téléphone portable des menaces de mort qu'elle recevait d'Ukrainiens. Alors qu'à l'époque, la Russie n'était pas encore intervenue en Ukraine. Et à l'époque, je le rappelle encore, pour ceux qui découvrent l'existence de l'Ukraine, le régime de Kiev bombardait déjà depuis plusieurs années les populations civiles du Donbass. Donc elle était bien sûr solidaire des populations civiles du Donbass, russes et russophones. Et c'est en raison de cette solidarité envers les victimes du Donbass, comme on pourrait être solidaire des populations civiles, la population civile de Gaza, qu'elle recevait des menaces de mort. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'intervention en Russie. Elle était déjà, elle et son père, sous le coup de sanctions britanniques, américaines et même de l'Union européenne, avant même l'intervention des Russes en Ukraine. Voilà, ça faut s'en rappeler. Ouais, mais ce qu'on peut dire, et c'est ce que tu dis dans ton article, c'est que cette intervention spéciale donc en Ukraine n'est pas du tout une opération d'expansion ou purement belliciste, et c'est tout à fait là, c'est dans ce sens que Daria inscrivait son combat, justement de défense en fait des intérêts russes face à cette pieuvre otanesque et de l'Union européenne qui ne cesse de s'étendre à ses portes. Et d'ailleurs, Daria avait une théorie très intéressante là-dessus sur le rôle des frontières, justement, qui doivent faire tampon. Oui, alors elle parle en fait de ce que Spikeman appelait le Rimland. En fait, vous avez le Heartland, donc l'Asie centrale dominée par la Russie, et ce qu'appelait Mackinder les têtes de pont, et ce qu'a appelé par la suite Spikeman le Rimland, ce sont les zones frontalières et plus largement les pays près des côtes. Et dans la géopolitique anglo-américaine, l'objectif de la puissance britannique puis de la puissance américaine, c'est de contrôler le Rimland et d'en faire ce qu'appelait donc Mackinder des têtes de pont. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que effectivement, ces zones frontalières, qui sont pas seulement les pays près de la mer, mais également les frontières de la Russie, doivent être des zones, comme elle le disait, des zones de contact civilisationnel, de relations pacifiques civilisationnelles, et non pas des zones de conflit comme les ont transformées les Américains. Donc les Américains, que ce soit à Taïwan, en Ukraine, ou en Géorgie, voilà. Donc ils utilisent les zones périphériques, donc de la Russie, de la Chine, pour en faire un outil de ce qu'ils appellent le containment, la contention. Donc elle était dans cette démarche de contact civilisationnel, de relations civilisationnelles, et d'ailleurs son activité métapolitique en témoignait, puisqu'elle avait des relations avec des Suédois, des Allemands, des Autrichiens, des Français, des Italiens, des Turcs, un franco-marocain comme moi, elle parlait plusieurs langues. Ouais. Son père est polyglotte aussi, il parle, je crois, 12 langues. Donc on va pas dire que ce soit des gens fermés sur eux-mêmes ou qui méprisent les autres civilisations et les autres cultures. C'est tout à fait le contraire. Et sa mort a sonné comme un coup de tonnerre et a eu un retentissement international. Même moi, j'en étais surpris. Je pensais pas que ça aurait un tel impact. Même dans la presse anglo-saxonne, on en parlait. C'est assez incroyable l'impact que ça a eu, le symbole qu'elle a été. Et tu tires une phrase très forte en fait dans ton article. Une phrase qu'elle aurait dit à son père avant de mourir, je cite:
Papa, je me sens comme un guerrier, comme un héros. Je veux être comme ça. Je ne veux pas d'autre destin. Je veux être avec mon peuple, avec mon pays. Je veux être du côté des forces de la lumière. C'est le plus important. Magnifique. Où est-ce que tu sors cette source? C'est Alexandre Dugin lui-même, en fait, qui l'a dit, qui l'a déclaré. Lors de son enterrement, c'est ça? Oui, lors des funérailles, en fait, et c'est Alexandre Dugin qui raconte cela. Et d'ailleurs, il y avait un témoin qui était un ami d'Alexandre Dugin qui était sur place et qui racontait que Daria plaisantait, comme elle plaisante toujours en fait, et disait qu'elle jouait le rôle de garde du corps de son père. Et ce qui est étrange, c'est le destin, c'est que son père devait être dans la même voiture que Daria. Je crois que c'est la voiture de son père. Il a changé c'est la voiture au dernier moment, d'Alexandre. il a changé de voiture. Il a changé d'avis, il est rentré avec un ami à lui, donc ils étaient dans la voiture de son ami, Alexandre Dugin, était avec son ami dans la voiture, et il suivait la voiture conduite par Daria. Et on voit ces terribles images quand il assiste, il voit la voiture de sa fille en feu en train de se prendre la tête. Ce sont vraiment des images bouleversantes, hein. Oui, moi c'est ce que j'ai découvert en fait en allant me coucher. On m'a malheureusement envoyé ces images et c'est comme ça que j'ai découvert. Ouais, c'est terrible. Donc effectivement, des mots très forts, hein, qu'elle a eu à son père. Et c'est vrai que quand on voit la tournure que prend ce conflit en fait entre la Russie et l'Occident, hein, donc les forces auxquelles on a déjà souligné, thalassocratique et tellurocratique, hein, on peut en revenir un peu aux émissions précédentes, hein. J'invite nos auditeurs à s'y référer. On voit qu'effectivement dans cette lutte, on a de plus en plus ce sentiment, une eschatologie qui vient s'inscrire dans ce combat, hein, qui est pas d'ailleurs la propre aux Russes eux-mêmes. C'est plutôt quelque chose qui vient plutôt des États-Unis, hein, qui a commencé d'ailleurs avec George Bush pendant la première guerre du Golfe. Et on voit que finalement cet affrontement prend une tournure eschatologique. Oui, eschatologique dans la mesure où les États-Unis, les dirigeants américains ont toujours eu en fait un discours politico-religieux et leur vision du monde, leur vision de la géopolitique est religieuse. Au départ, ce sont les pères pèlerins anglais, donc calvinistes, qui s'installent en Amérique, qui se considèrent en fait comme un nouveau peuple élu. Ils considèrent l'Amérique comme une nouvelle terre promise, une nouvelle Jérusalem, et par ailleurs les Indiens comme des Cananéens à exterminer. Puis une fois installés à l'Est, là se développe le concept de destinée manifeste, qui est une sorte de messianisme version anglo-américaine, qui va pousser en fait ces pères pèlerins et leurs descendants à conquérir l'Ouest. Donc ça, c'est dans un premier temps, cette destinée manifeste est domestique, puis elle va devenir régionale, elle va concerner le voisinage des États-Unis, et dans un dernier temps, au XXe siècle, cela va concerner le monde entier. La destinée manifeste, c'est l'idée que les États-Unis ont une mission messianique, à savoir répandre le libéralisme, leur vision du monde à toute la planète, c'est-à-dire libérer le monde par des bombardements et par leurs massacres. Je vais vous sauver en vous massacrant, en vous sacrifiant. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que bon, depuis la chute du mur de Berlin, ce messianisme en fait s'est déchaîné puisqu'il n'avait plus de frein. Il n'y avait plus face aux États-Unis une puissance régulatrice. La fin de l'histoire de Fukuyama. Fukuyama. Pardon, pas Fukushima, c'est autre chose. Fukuyama, excusez-moi. Ouais, et donc le redressement de la Russie, d'une certaine façon, a rendu complètement hystériques les Américains qui pensaient que l'histoire s'était effondrée, qu'on était entré de plein pied dans les temps messianiques de l'accomplissement de la destinée manifeste américaine. Et je rapporte dans un dossier que j'ai publié récemment sur Strategica les propos de George W. Bush qui, lorsqu'il allait donc bombarder l'Irak, quelques semaines avant le bombardement de l'Irak, appelle Jacques Chirac et lui dit, tente de convaincre Jacques Chirac de l'accompagner dans cette guerre, et lui dit que c'est la guerre de Gog et Magog qui se déroule au Proche-Orient. Donc une vision eschatologique de la géopolitique. Et donc c'est la remontée en puissance de... Et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, chose assez amusante, c'est que d'ailleurs...
Chirac ne savait pas du tout de quoi il lui parlait. Oui, alors il a demandé à ses conseillers de rappeler la Maison Blanche pour avoir des précisions parce que. Oui, alors surprenant. Donc la culture biblique de Jacques Chirac est totalement nulle. Alors il s'y connaît en art africain et l'histoire chinoise. Il a quand même pris la bonne décision à oui, l'époque. oui, hein. oui, Il faut quand même le saluer là-dessus. Oui, tout à fait. Et donc la remontée en puissance de la Russie ces 2 dernières décennies a rendu complètement hystérique les États-Unis qui pensaient que l'histoire était terminée, s'était effondrée. Et cette puissance donc qui résiste quelque part malgré elle, parce que la Russie résiste à l'empire américain pour la simple raison qu'elle est agressée et qu'elle est menacée à ses frontières. C'est pour cette raison-là. Et les dirigeants russes qui sont des pragmatiques, qui sont de toute façon pour la plupart issus de l'ère soviétique, donc avec une formation marxiste, léniniste solide, qui leur offre quand même une vision de la géopolitique assez pragmatique et froide, et surtout une vision de l'histoire assez nette, et qui ont fait leur conversion en fait ou leur retour à l'orthodoxie, adoptent maintenant un discours religieux eschatologique, c'est-à-dire qu'ils considèrent les États-Unis, le monde anglo-américain, et plus largement l'Occident qui est dominé, soumis au libéralisme américain, comme étant le siège de l'Antéchrist et de Satan. En fait, ils ne croyaient pas forcément en Dieu originalement. Oui. Mais quand ils ont vu le diable, voilà. Ils se sont mis à y croire. C'est ça. Alors je suis pas dans la tête de Medvedev, de Poutine et des autres dirigeants, mais et juste une remarque pour ceux pour qui nos propos pourraient paraître un peu extrêmes. Il faut quand même bien voir toutes les politiques, par exemple, sur le genre et l'incroyable propagande LGBT, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une émission précédente. Là aussi, j'invite les auditeurs à l'écouter, que nous subissons actuellement, qui est vraiment une destruction de notre civilisation et de ce qui fait notre être, quoi. C'est vraiment une entreprise de destruction des fondamentaux de la civilisation occidentale. On peut voir ça comme ça. La civilisation humaine tout court, en fait. Oui, mais enfin, c'est vraiment plus imprégné en Occident pour l'instant. Oui, mais le siège de ces idéologies-là, c'est le monde anglo-américain judéo-protestant. C'est pas le monde catholique, pas le monde latin. Dans l'Allemagne protestante, oui aussi, on a quand même des germes de l'homosexualisme. Mais bon, revenons à notre sujet. Les Russes, Vladimir Poutine au premier chef, Dimitri Medvedev récemment, qui s'est drôlement radicalisé par rapport à il y a une dizaine d'années, qui était vu comme un libéral plus pro business. Maintenant, quand on voit ses déclarations, c'est devenu un faucon. Vraiment. C'est un rapport dialectique, c'est-à-dire que c'est le monde anglo-américain perçu par les Russes comme étant le siège de Satan, ils le disent eux-mêmes, qui les pousse eux à se radicaliser dans leur christianisme, à revenir à leur christianisme et eux ils voient le diable et par conséquent dialectiquement ils reviennent à Dieu. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et il y a des déclarations, notamment que je rapporte, de Vladimir Poutine, qui parle du diable, qui dit que l'Occident met sur le même plan un couple homosexuel avec des enfants adoptés et une famille nombreuse traditionnelle. Et puis il ajoute, ils mettent sur un même plan Satan et Dieu. On a des déclarations récentes de Dimitri Medvedev à la télévision Al Jazeera, télévision qatari, et récemment sur LCI, il y a quelques semaines, et il commence son intervention, son interview, en parlant des cavaliers de l'Apocalypse, en disant que le premier cavalier de l'Apocalypse est en train d'arriver et que la séquence historique dans laquelle nous sommes entrés correspond à l'Apocalypse. Donc clairement, on a Dimitri Medvedev qui a été président de la Fédération russe, Premier ministre russe et actuellement vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération russe, qui parle ouvertement d'Apocalypse et d'eschatologie. Donc c'est pour ça que j'ai écrit et que j'explique que nous sommes entrés dans une séquence, une ère eschatologique, que l'on soit croyant ou pas. Parce qu'à partir du moment où les deux principaux acteurs de la géopolitique mondiale, les deux plus grandes puissances nucléaires au monde, ont à leur tête des dirigeants qui parlent de Satan, de l'Antéchrist, de destin messianique, d'apocalypse, d'Armageddon,
nous sommes dans une séquence eschatologique. Et c'est là qu'il faut creuser, je pense. Donc peut-être expliquer d'où vient ce caractère messianique de ce judéo-protestantisme, hein, et en quoi en fait ces forces qui s'affrontent se sont déjà affrontées par le passé. Et notamment, on peut introduire cette notion de kathéron. Oui, alors ça nous amènera à un développement trop précis et trop détaillé. Simplement. Il y a l'idée que les pharisiens ont rejeté le Christ, donc le seul et unique Messie du point de vue des chrétiens bien sûr, mais aussi des musulmans. Et ce faisant, ils attendent toujours un Messie. Ce Messie est considéré par les chrétiens et les musulmans comme étant l'antéchrist. Donc de facto, il y a une opposition nette, religieuse, historique, eschatologique, entre d'une part le monde juif qui s'est allié au monde protestant, qui lui-même constitue un retour à l'Ancien Testament, et en face une émanation quelque part du judaïsme, le protestantisme. Oui, alors c'est un peu compliqué puisque le luthérianisme ne peut pas être considéré comme une émanation, mais du judaïsme, mais quand même un retour à l'Ancien Testament, et le calvinisme encore plus, puisque l'Angleterre va être quand même, après la naissance du calvinisme, un des sièges importants politiques et géopolitiques du calvinisme, puis les États-Unis. Donc c'est pour ça que je parle de monde judéo-protestant. Et en face, on a un monde traditionnel, catholique, orthodoxe et musulman, qui s'oppose, là on parle de géopolitique, qui s'oppose à ce monde judéo-protestant que j'appelle antichristique. De facto, il est antichristique puisqu'il s'oppose au Christ. Quand il s'oppose pas verbalement au Christ comme les luthériens ou les calvinistes, il adopte de toute manière des valeurs religieuses qui sont antichristiques. C'est un peu compliqué, mais on s'y retrouve quand on regarde ça en détail. Et donc, ça nous amène au concept de kathéron qu'on retrouve dans un épître de Saint Paul, l'épître aux Thessaloniciens, le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7, où il parle du kathéron, c'est-à-dire celui qui retient l'arrivée de l'Antéchrist. Kathéron en grec, ça veut dire celui qui retient, ce qui retient. Et les pères de l'Église, Eusèbe de Césarée, arrivent à la conclusion que ce kathéron, c'est l'Empire, c'est Rome, et donc c'est l'Empire romain chrétien. Voilà. Et je vais pas rentrer ici dans tout le développement que je fais, mais le kathéron, donc l'Empire romain chrétien d'Europe, s'étant effondré. D'où, excuse-moi, cette animosité des Juifs pour le Quatrième Empire, en fait, pour la destruction de l'Empire romain, depuis toujours, de l'Occident en général, quoi. Alors même avant l'adoption par Rome du christianisme, il y a dans l'eschatologie juive, notamment dans une interprétation qu'on peut retrouver chez un père du Talmud, que je cite d'ailleurs, Eliezer ben Urkanos, qui au 1er siècle identifie le 4e empire du livre de Daniel comme étant Rome, donc l'empire qui doit tomber. Et donc Rome devient doublement l'ennemi du judaïsme quand, au 4e siècle, il opère sa conversion au christianisme. Et donc les pères de l'Église arrivent à la conclusion que le kathéron est la Rome chrétienne. Mais historiquement, je vais pas refaire tout le déroulé historique. Historiquement, cette Rome chrétienne s'effondre et elle finit par être absorbée par le monde anglo-américain. Et on en arrive à la situation actuelle où l'Europe est dominée. Avec entre-temps quelques épisodes comme la révolution bolchevique, la révolution française, hein, qui ont accompagné ce mouvement-là. En fait, pour moi, il y a la révolution luthérienne, révolution protestante. Il y a la Révolution française qui est la continuité de la Révolution protestante anglaise. Il y a la Révolution donc anglaise qui va séparer l'Angleterre du continent européen et de Rome. Tu parles du coup d'État de Cromwell, c'est ça? Et même avant Cromwell, c'est celle du siècle précédent, la Révolution de Thomas Cromwell. Oui.
un oncle d'un ancêtre d'Olivier Cromwell qui opère dans les années 1530 une révolution religieuse, donc une réforme en Angleterre, donc qui sépare en fait l'Angleterre du continent catholique. Et par la suite, rapidement, cette Europe continentale, cette Europe anciennement catholique va être peu à peu soumise au monde anglo-américain judéo-protestant. Oui, l'Europe romaine et germanique catholique en fait va se soumettre finalement aux forces. Exactement. Donc, ce qui nous amène à la situation actuelle où l'Europe est soumise aux États-Unis via l'Union européenne, via l'OTAN. Via la Banque Centrale Européenne, via Wall Street, via la City, via le FMI, dollar, etc. Voilà. Et donc, en fait, on ne peut comprendre la situation actuelle qu'en faisant cette histoire religieuse, théologico-politique et géopolitique. Et bien sûr, il y a eu la révolution bolchevique qui a eu pour objectif de détruire, en fait, cette troisième Rome, qui est la Russie, mais qui revient aujourd'hui, et qui revient, voilà. Et en fait qui accomplit son destin de troisième Rome et de Catéchone. Catéchone, c'est quoi en fait le Catéchone concrètement sur le plan historique? C'est une force que j'appelle négantropique, c'est-à-dire qui retient, qui combat, qui repousse l'entropie, c'est-à-dire les forces destructrices et l'expansion de la destruction. Et sur le plan géopolitique aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, le tournant, ça a été vraiment la Syrie, à partir de 2013 en fait. Avant l'intervention russe sur le sol syrien, en 2013, ça a été les navires de guerre américains, britanniques et français qui s'apprêtaient à bombarder, qui étaient au large de la Syrie, qui s'apprêtaient à bombarder la Syrie, et se sont interposés les navires de guerre russes. Et à partir de là, la Russie a joué son rôle sur le plan géopolitique de Catéchone, c'est-à-dire de force qui retient l'expansion de l'empire du chaos, de ce que j'appelle l'empire antichristique. Et aujourd'hui, en fait, qu'elle le veuille ou pas, la Russie est en train d'accomplir son destin, c'est-à-dire dans cette opposition dialectique avec l'Occident, de faire ce que j'appelle en fait un exorcisme, c'est-à-dire d'évacuer du corps de la Russie les avatars du modernisme et du progressisme, Netflix, etc., et est en train de se purifier d'une certaine façon pour pouvoir jouer dans cette ère eschatologique pleinement son rôle de Catéchone. Qu'elle le veuille ou pas, que les dirigeants russes le veuillent ou pas. Je pense que les individus ont un destin, mais les nations aussi ont un destin à accomplir. Et quand Dieu veut qu'une nation accomplisse son destin, par exemple les Babyloniens, lorsqu'ils ont détruit le temple de Jérusalem, les Babyloniens étaient des païens. Or, dans la vision chrétienne et dans la vision musulmane, et même dans la vision juive, chez les prophètes, chez Jérémie, ces païens-là ont été les outils de Dieu. Les Romains qui ont détruit le second temple ont été les outils de Dieu. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, la Russie, sur le plan géopolitique, on pourrait dire, je parle au conditionnel, que la Russie est un outil de Dieu qui permet de contenir la puissance antichristique, puisque tout le monde conviendra, maléfique. Oui, tout le monde conviendra que le monde anglo-américain est un monde, est un empire qui détruit le monde, qui le détruit physiquement, qui le détruit moralement et qui le détruit sur le plan des valeurs et spirituellement. Ouais. Et je me souviens quand je suis allé à Moscou en 2016 avec Alain Soral, donc nous avions rencontré bien sûr Daria et son père, et elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait justement Catéchone déjà. Donc c'est vrai qu'à l'époque, moi, c'est un concept qui me parlait pas trop, mais à t'écouter, ça prend beaucoup de sens. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu avais discuté avec Daria, ces questions-là, Catéchone? Non, alors on n'a pas eu cette discussion-là précise sur le Catéchone, parce que c'est quelque chose qu'elle connaissait et qui était... En fait, le concept de Catéchone est un vieux concept qu'on retrouve dans les épîtres de Saint Paul. C'est fou qu'à l'époque, il l'avait repris comme... Oui, alors en fait, c'est tout à fait logique. Comme porte-drapeau, quoi. C'est tout à fait logique, en fait, parce que premièrement, l'auteur du XXe siècle qui a actualisé le concept de Catéchone est Carl Schmitt. Carl Schmitt est un penseur qui a beaucoup influencé Alexandre Douguin parce que il était théoricien du droit, mais aussi géopolitologue d'une certaine façon. C'était un théoricien de la géopolitique, Carl Schmitt, et il a
actualisé le concept de Catéron. Et étant lui-même géopolitologue, Alexandre Douguin, ou théoricien de la géopolitique plutôt, il a repris ce concept de Catéron actualisé par Carl Schmitt, et Alexandre Douguin, étant lui-même un orthodoxe traditionnaliste, il considère, là-dessus il y a aucun doute à avoir, il considère que la Russie est la troisième Rome. Et d'ailleurs, c'est depuis la chute de Constantinople en 1453 suite à l'invasion de Mehmed II des Ottomans, que des moines russes orthodoxes considèrent que la Russie est la troisième Rome, puisque Constantinople était la seconde Rome, et qu'à l'époque de la chute de Constantinople, le seul État orthodoxe qui existait sur Terre était la Russie. Donc, très très logiquement, ils ont considéré, surtout au début du XVIe siècle, ça a été écrit par un moine en particulier qui l'a écrit au grand prince russe de l'époque, qui considérait que que Moscou était la troisième Rome et qu'il n'y en aurait pas de quatrième. Le moine s'appelle Philoté. Et donc Alexandre Douguin, étant un lecteur de Carl Schmitt, étant un russe orthodoxe traditionnaliste, il arrive logiquement donc à la conclusion que la Russie est le Catéron, puisque les pères de l'Église occidentale considéraient, interprétaient l'épître de Saint Paul comme étant, considéraient partant de cette interprétation que Rome était le Catéron. Donc il est logique en fait que du point de vue des Russes orthodoxes traditionnalistes, Moscou soit la troisième Rome, qui a été d'une certaine façon occultée par toute la séquence soviétique. Tout à fait. Et donc, quand on analyse donc le conflit sous cet angle eschatologique, cette notion de Catéron, on voit qu'on introduit une dimension un peu surnaturelle, mystique, hein, et on comprend mieux l'ampleur incroyable qu'a eu le retentissement international qu'a eu la mort de Daria, qui peut être interprétée comme la mort d'une martyre finalement. Oui, parce que d'autant plus que, alors par contre ça on en a déjà parlé, c'est la dimension. La plupart de nos discussions portaient sur l'eschatologie et sur le rôle de la Russie, et aussi elle s'intéressait pas mal, et j'ai pu le développer avec elle, l'eschatologie islamique, c'est-à-dire la vision islamique du rôle de Rome, la troisième Rome, donc de la Russie, le rôle du Mahdi et le rôle du Christ à la fin des temps. Donc là-dessus, on était en parfaite accord, symbiose sur le plan intellectuel, puisque les musulmans croient, c'est les hadiths qui le disent, hein, les paroles du prophète, que la paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, que à la fin des temps, les musulmans s'allieront à la troisième Rome, donc aux chrétiens orthodoxes. Donc, elle était consciente de cela, et elle était consciente qu'elle combattait cet empire que j'appelle l'empire antichristique. Et elle était consciente des risques encourus. Mais d'où les mots que tu rapportes dans ton article là, que j'ai cité, ce qu'elle dit à son père, c'est qu'elle avait, à mon avis, pleinement conscience en fait de son rôle dans l'histoire. Oui, alors je pense même qu'elle a sous-estimé son rôle, parce que je pense qu'elle voulait continuer à faire ce travail-là, à prendre de l'ampleur, etc. Mais je pense qu'elle n'a jamais rêvé obtenir un tel statut, c'est-à-dire le statut de martyr et de symbole pour la Russie, et pas seulement pour la Russie, de la lutte contre l'empire antichristique. Je pense qu'elle n'aurait jamais pu rêver mieux, en fait, comme destin. Ouais, parce que vraiment on peut la considérer comme une héros. Une héroïne, oui, un personnage héroïque. Oui, parce qu'en fait, un martyr, c'est cela. Un martyr est un héros. Un martyr, c'est quelqu'un qui fait preuve d'un courage démesuré et qui meurt, en fait, lors de ce combat contre les forces antichristiques. Et donc, aujourd'hui, disons que le martyr prend un sens d'autant plus important puisqu'on est confronté directement à l'émanation du diable. Quand on voit, en fait, et quand on écoute les médias occidentaux et des commentateurs ricaner suite à l'assassinat d'une jeune femme de 29 ans, suite à un attentat à la bombe, c'est un attentat lâche, on se dit que oui, on est face au diable.
on est face au diable. C'est évident. Qui d'autre peut jouir en fait de l'assassinat d'une jeune femme innocente? Bien sûr. Et donc, même si sa disparition est tragique et bien sûr un coup très dur porté à nous tous, il faut quand même se réjouir du fait que c'est une martyre et que dans l'histoire, et c'est quelque chose que tu soulignes dans ton article, il joue un rôle prépondérant dans la guerre qui peut être menée à l'ennemi. Oui, alors dans la tradition chrétienne comme dans la tradition musulmane, le martyr joue un rôle central, puisque il devient une sorte d'exemple de courage. Donc il est un héros qui ne fait pas peur en fait à ses coreligionnaires, au contraire, qui leur donne plus de courage. En fait, ça galvanise les troupes d'une certaine façon. Et historiquement, les martyrs ont attiré vers le christianisme, puis vers l'islam, des convertis en masse. C'est ce que dit Tertullien. Il dit que le sang des martyrs ensemence les chrétiens. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que les chrétiens qui faisaient face à la mort, puis les musulmans qui ont fait face à la mort de façon héroïque parce qu'ils croyaient, donc ils sont morts pour leur croyance, n'a fait que multiplier les conversions, parce que cela augmentait l'admiration qu'on avait pour ces religions, des religions qu'on considérait comme étant en fait, les adeptes de ces religions étaient considérés comme quelque part des surhommes, c'est-à-dire des gens qui allaient à la mort avec je dirais pas le sourire, mais avec l'espoir d'aller au paradis parce qu'on a combattu pour Dieu. Ça me rappelle en fait une anecdote. C'est l'imam Ali, qui est donc le gendre et le cousin du prophète. Donc, c'était à l'époque des batailles contre les païens qui persécutaient les musulmans. Et il y avait des duels. Donc l'imam Ali s'engage dans le duel et il dit au païen qu'il va combattre, il lui dit: si je meurs, je vais au paradis, et si tu meurs, tu iras en enfer. Donc en fait, cette phrase en fait résume tout. C'est-à-dire que le martyr est celui qui espère mourir sur la voie de Dieu. Jihad fi sabilillah en arabe, dans l'islam, c'est le souhait en fait de n'importe quel musulman, puisqu'il sait qu'il ira au paradis s'il meurt en martyr sans passer par la case jugement dernier. Et donc Daria, pour nous, s'inscrit totalement là-dedans, quoi. Bah d'abord pour les Russes, peut-être aussi pour les chrétiens orthodoxes, et pour ceux qui combattent toute religion confondue, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, qui, comme je le rappelle, à la fin des temps, combattent un ennemi commun. Oui, tout à fait. Et donc suite à ça, continuons à notre analyse en fait de ce conflit ukrainien. Après cet hommage rendu à Daria, quelles sont les analyses et les perspectives que tu tires là sur les derniers événements en Ukraine, sachant que les Américains continuent de pourvoir en argent et en matériel militaire, ainsi que la plupart des capitales européennes. L'hiver arrive. Les sanctions commencent à faire mal, hein, même en Europe. Hein, on parle de pénurie, on parle de restrictions, enfin des mots qu'on n'avait pas entendus, je pense, depuis la dernière guerre. Comment tu vois les choses évoluer là? Alors, on disait que les Américains sont prêts à se battre contre les Russes jusqu'au dernier Ukrainien. Mais aujourd'hui, c'est plus large que ça. Les Américains sont prêts à se battre contre les Russes jusqu'au dernier Européen. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'utiliser, et là c'est classique en fait dans la géopolitique anglo-américaine, ils sont en train d'utiliser les Européens, l'Europe, comme une tête de pont contre la Russie. Ils utilisent d'abord les Ukrainiens qui sacrifient contre la Russie, humainement, bien sûr, et sur le champ de bataille, quoi. Et ensuite effectivement sur l'Europe qu'ils vont sacrifier pour atteindre leurs objectifs géopolitiques. Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est que dans le bras de fer qui est engagé entre l'Union européenne, l'Europe vassalisée et la Russie, il se pourrait bien qu'il y ait un effet boomerang, c'est-à-dire que un des objectifs des Européens et des Américains surtout, ça a été par les sanctions
bien sûr, de continuer à détruire l'économie européenne, puisqu'en fait, les dirigeants européens qui travaillent pour les Américains font ce que veulent les Américains, c'est-à-dire détruire l'économie européenne. Et aussi tenter de détruire l'économie russe pour diviser les Russes et faciliter une chute de régime en Russie en y ajoutant une guerre extérieure, comme en Afghanistan. En fait, ils essaient de réitérer l'exploit en Afghanistan, c'est-à-dire épuiser la Russie dans un conflit extérieur qui exacerberait les tensions internes et ferait tomber Poutine et ainsi de suite. Or, ce à quoi on assiste, c'est un renforcement de l'économie russe, puisque la Russie, elle, s'est préparée à ces sanctions-là, puisqu'elle avait eu à faire face à des sanctions suite à la récupération de la Crimée en mars 2014. Donc, avant d'intervenir dans le Donbass, les Russes se sont préparés économiquement, sur le plan agricole, sur le plan monétaire, sur le plan industriel, sur le plan militaire, mais les Européens ne se sont absolument pas préparés, puisqu'ils ne sont pas maîtres de leur politique. L'Allemagne est en tête, quoi. Continue à avoir une dépendance au gaz russe. Oui, tout à fait. Donc aucune préparation. Donc en fait, ils se retrouvent à faire face à l'agenda américain sans être préparés. Donc une politique de sanctions dure. Et ce qu'on pourrait avoir, c'est en fait un effet boomerang. Ce que j'ai dit en fait dès le début du conflit, je disais sous forme de boutade, si les Russes sont taquins, ils attendent l'hiver. J'avais dit ça en mars lors d'une conférence à Marseille. Ils attendent l'hiver, puis ils coupent les robinets du gaz. Ils n'ont pas attendu l'hiver. Ils n'ont pas attendu l'hiver. Et donc ils le font. Et en fait, je disais pourquoi ils le feraient. Stratégiquement, ça pourrait précipiter des révoltes de masse, voire des révolutions en Europe. On voit que ça commence à grouiller dans toutes les capitales européennes, en Allemagne, en France. Oui, alors ça c'est intéressant parce que les Américains n'ont peut-être pas pensé à ça, les Européens encore moins, parce que comme je l'ai dit, c'est comme si ils avaient un peu une partie de l'agenda au jour le jour qu'ils appliquent. Et ils ne se sont peut-être pas préparés à l'éventualité d'avoir eux des révolutions sur leur territoire plutôt qu'une révolution en Russie. Oui, et puis il peut y avoir aussi une révolution au cœur même de l'empire avec la vague populiste trumpiste aux États-Unis, puisqu'il y a les élections de midterm là qui arrivent et un raz-de-marée républicain semble s'annoncer. Oui, alors aux États-Unis, et Trump qui n'est pas mort, qui continue à. En fait, aux États-Unis, c'est une situation différente, c'est-à-dire que on a une sorte de guerre civile froide au sein de l'oligarchie. En Europe, on n'a pas encore ça. Ça peut venir, en fait. Oui, on n'a pas encore des élites souverainistes assez fortes pour pouvoir tenir tête, en fait, aux young leaders de Davos, quoi. Voilà, mais ça va venir, ça va émerger petit à petit. Ça peut venir, pourquoi ? Parce que, en fait, cette politique économique pilotée par Washington est en train de détruire l'économie réelle. Et en fait, comme je le dis depuis le début du mouvement Gilets jaunes, je disais aux Gilets jaunes, la révolution n'adviendra que lorsque la bourgeoisie aura les mêmes intérêts que le petit peuple et qu'il le rejoindra. Quand la bourgeoisie sera obligée de prendre des douches froides en hiver. Voilà. Et en fait, pour parler trivialement. Et en fait, on y vient. C'est-à-dire que cette politique davosienne est une politique de destruction de l'économie réelle. Or, à la tête de l'économie réelle, vous avez une partie du grand patronat qui, lui, n'est pas tout à fait dans l'agenda Rothschild et Davos, puisque eux, ils dépendent de l'économie réelle. Donc, on va arriver dans une situation... Oui, et de prix des matières premières, puisque l'économie, c'est avant tout transformation d'énergie. Déjà, c'est de l'énergie. Enfin, c'est flagrant pour l'Allemagne, là, vraiment, c'est... Oui. Alors, ça peut être intéressant. Moi, je me questionne, en fait, depuis le début sur le positionnement du patronat allemand, qui est muet pour l'instant, mais à un moment donné, le patronat allemand va se rendre compte, et je pense qu'il l'anticipe déjà, qu'il va être saigné à blanc. Donc, en fait, on va arriver dans une situation où les salariés, donc France périphérique, les patrons de PME et une partie du patronat, donc du grand commerce, industrie et de grandes sociétés énergétiques, vont avoir des intérêts communs et un ennemi commun. Ça rappelle drôlement la période
d'avant-guerre. Hein. Oui, bah ça s'appelle le fascisme. Ça s'appelle le fascisme, voilà. Tout simplement. Ça s'appelle le fascisme. C'est quand la haute bourgeoisie, une partie de la haute bourgeoisie, rejoint les classes moyennes et le petit peuple parce que ils ont face à eux un ennemi commun qui lui est à la tête d'une économie fictive qui phagocyte l'économie réelle. Parasitaire. Voilà. Donc on va arriver dans le dur. Là. Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, les Russes sont en train d'exacerber. En fait, le Covid a été un accélérateur historique, et bien là, ce conflit en Ukraine et la fermeture de robinet du gaz est aussi un accélérateur historique. Donc, on va avoir droit peut-être à une révolution, non pas dans 50 ans, mais dans moins de 5 ans. Et peut-être que l'année 2023 va être une année décisive. Quand Emmanuel Macron dit « on va aller vers une bascule », moi, je leur dis, votre bascule, vous allez peut-être vous la prendre dans la figure. Parce que ce qu'ils appellent le Great Reset, la grande réinitialisation, pour faire simple, c'est une voiture qui fonce à 250 km/h, qui va prendre un virage à 90 degrés et avec un ravin. Donc, c'est un virage extrêmement difficile à prendre. Et je pense qu'ils en sont conscients. Je pense qu'ils sont conscients que ça va être un virage très difficile. Et la question, c'est, est-ce que c'est nous qui allons dans le ravin, le peuple, ou est-ce que ce sont les dirigeants qui vont aller vers le ravin? Donc moi, c'est ça que j'attends. C'est leur espèce de saut qualitatif par lequel ils vont trébucher et se ramasser la gueule. Voilà ce qui peut arriver. Ok. Bah écoutez, on va suivre ça de près. Hein. Merci beaucoup, Youssef. Pour cet entretien très riche. Donc encore une fois, hommage appuyé à Daria Dugina qui nous a quittés, qui était vraiment une camarade. On salue bien sûr son père et tous ses proches. Et clairement, c'est une personne qui va nous manquer tant elle faisait le pont entre la France et la Russie. Voilà. Mais c'est pas parce qu'elle est plus là qu'il faut pas qu'on continue. Donc à nous de donner l'exemple et de suivre cet exemple qu'elle nous a montré à tous. Voilà. Oui, je terminerai en disant que l'assassinat de Daria ne nous effraie absolument pas, en fait. Ça a l'effet inverse. Parce que lorsqu'on voit une jeune femme de 29 ans mener le combat et aller jusqu'au sacrifice, en fait, jusqu'au martyre, jusqu'à la mort, ça ne peut qu'augmenter le courage de ceux qui sont déjà dans le combat et ceux qui n'y sont pas encore. Ça nous galvanise. Donc, non, ça ne nous effraie pas et on va y aller plus dur, plus fort et plus longtemps encore si Dieu veut. Parfait, on va se quitter là-dessus. Merci Youssef, merci à tous les auditeurs et je vous dis à la prochaine. Salut. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy.